He had, I think, 3 consecutive 30-point games. Kobe reverse layup to score. Just getting going. Joe McDonald here in for Joel. 2 minutes alongside him. Kobe, another tough shot. Some of the rookies, of course, at this point hitting the wall halfway through the season as Kobe knocks it down. The other night, in fact, his worst shooting night in a month. Here's Kobe. Oh, sweet move. A little bit in Milwaukee, then down in Houston. He's one of those guys that everybody wants. 57 straight. Make it 58. He's up to 58, 59 now. 59. It's a double-double just about every night. Kobe is back in and not a moment too soon. Devin George guns it to Mim. Little backdoor. Kobe scores on the slam. Knocks down the 3 with regularity. Kobe trying to answer back from 2. We'll go to the side story when the Lakers are down by 14. That's what, now 61 in a row? Did I do it? Yeah. Is it my fault? The scoreboard says 60-49. All of the Lakers have to get going offensively. Kobe has been going, and he keeps it going with the backhand layup. Bryant again for the Lakers. Kobe baseline, got it again. Just yo-yoing the dribble and stops at the top of the key. Well, they're giving him the ball to see if he can add to it. Yes, he does. Still 6.5 to play in the third. He pulls up for a 3. Yes! Kobe again. Here's Kobe trying to move around Mo Pete, trying to put him up. Finally shoots, counted in the foul. Decides to go up with him, hits him on the arm. Here's Kobe again. Yes, sir. Kobe all the way. Reverse layup is good. Knocked away by Kobe. Great hustle by Kobe. He's going to score. Slam dunk, Lakers lead. Oh, great pass. Kobe alone, slam dunk. We're all geared for you, but he void of all the draw. Nobody helping right now defensively, so he'll take the 15 from him. Alongside. Oh, Kobe counted foul. Kobe goes straight to the dribble in the lane, lay it up and in. His average tonight, you would think. His average is 6. Kobe with it now. Lakers lead 105-96. Another 3. 4 away from Elgin Baylor's Laker record. For 3 again. Yes! Well, there's 70. Pump fake for 2. Kobe's got the Laker record. Oh, my goodness. I see your point, though. Kobe down the middle, throw up and in. Second, 27 in the third. I see it. Here's number 1. Do you believe it? This one would be to Ty Wilt for number 2, and the next one would be to pass. For the night, at least. Brown for 80. This would be 18 for 20 from the line, and an 81-point game. 55 in the second half. Ladies and gentlemen, you have witnessed the... Canada, the NBA title is yours. The Toronto Raptors are the 2019 NBA champions. Serge Ibaka, say it, Jack, say it, rack it up, DG. Serge Ibaka said, no, get that garbage out here. 112-109. Pascal, the 3, good! All-star. Swatted by Boucher. Chris soaring in, finger roll. Little French pastry right there. Gotta love it. Bonjour. Bonjour et bienvenue pour cette première de Dino Talk, le podcast dédié aux fans francophones des Raptors partout dans le monde. Je suis Mike Laviole, journaliste pour l'Express de Toronto. Avec moi aujourd'hui, on va faire un petit tour des personnes présentes. Maxime de Raptors Belgique. Bonjour Maxime. Bonjour Mike. Maxime, présente-toi un petit peu. Dis-nous depuis quand tu suis les Raptors, comment t'es venu cette passion pour les Raptors? Alors, moi je m'appelle Maxime, je viens de Belgique, j'ai 31 ans et je suis les Raptors plus ou moins depuis 3 ans. J'étais avant fan d'une autre franchise et puis j'ai eu ma première visite NBA à Toronto, à la Scotiabank, donc Air Canada Center à l'époque. Et puis, je suis tombé un peu sous le charme et puis j'ai commencé à suivre toute la franchise et à regarder les matchs et puis faire un compte Twitter et travailler là-dessus, quoi. Et la passion augmente au fur et à mesure puisque regarder les matchs tous les 2-3 jours, tu connais de plus en plus l'équipe et puis tu crées des relations aussi sur Twitter, sur les réseaux sociaux.
et tout ça. Donc voilà en gros. Et après mon joueur préféré, on le cache pas. Je pense que ceux qui me suivent sur Twitter voient bien que c'est un numéro 7 de la franchise de Toronto. Donc voilà en gros. Ok, on va de l'autre côté de la frontière, au sud, pour Raptors France. On a Victor avec nous. Salut Victor. Salut les gars. Pareil, même question. Depuis quand tu suis les Raptors et d'où vient ta passion pour les Raptors? Je suis les Raptors depuis un peu plus longtemps. Je pense que c'est aux alentours des années 2010-2011. J'ai commencé un petit peu à suivre le basket, etc., sans pour autant avoir de grosses, de grosses franchises à suivre. Et puis avec le temps, en arrivant à la fac, j'ai rencontré des potes qui suivaient beaucoup la NBA, qui eux étaient plus fans des Bucks, des Knicks. Et puis je me suis un peu positionné. Et puis forcément, quand on se renseigne un peu plus, j'ai un peu craqué pour Toronto, ce côté un petit peu seul contre tous en NBA. Je trouvais ça assez cool. Et puis en 2016, j'ai eu l'occasion de reprendre le compte Raptor France en main. Et donc du coup, à partir de ce jour-là, je me suis dit un petit peu, voilà, il faut mettre en avant cette franchise et tout. Et j'étais sûr qu'il y avait une fanbase à se faire rencontrer et à réunir. Donc du coup, on a développé Raptor France avec d'autres personnes, hein. Il n'y a pas que moi derrière le compte. Je suis le community manager, mais à côté, il y a Alexandre, il y a Étienne, il y a Paul, il y a Marion, etc. J'en oublie sûrement, mais voilà, on est énormément derrière le compte à faire tourner le blog, etc. Donc voilà, en gros, si je devais présenter Raptor France et pourquoi j'aime les Raptors. Très bien, merci. On passe la parole justement à Alexandre qui fait un peu le lien entre Raptors France et Raptors Belgique parce que Alexandre, tu travailles pour les deux comptes. Oui, tout à fait. Salut Mike, salut tout le monde. Donc voilà, moi c'est Alexandre, j'ai 25 ans et je dois suivre les Raptors depuis, on va dire, les années 2014, 2015, un truc comme ça. Un peu comme Victor, c'est un peu ce côté seule franchise canadienne contre les 29 fautes américaines qui m'a bien plu. Et puis tomber sur les highlights de Vince Carter. À partir de là, on quitte plus Toronto, quoi. Ouais, Vince Carter, c'est sûr que je pense que ça a fait aimer le basket à beaucoup de monde et moi en particulier parce qu'en fait j'ai commencé à m'intéresser à la NBA en 2000 suite aux Jeux Olympiques et un certain dunk au-dessus d'un très grand pivot français de 2,18 m ou même 2,20 m je crois. Donc quand j'avais inoubliable. Je me suis dit il y a quelque chose à aller voir. Donc voilà les trois participants réguliers que nous aurons chaque semaine ou 2 semaines. On n'a pas encore défini la périodicité de ce podcast. Et comme c'est dédié aux fans, à vous les fans, on aura chaque semaine ou chaque 2 semaines un fan avec nous. Et aujourd'hui avec nous, on a Benjamin, Ben, aka sur Twitter, FVV23. Salut Benjamin. Salut à tous, ça va? Salut Benjamin. Salut. Alors, dis-nous toi aussi, d'où te vient cette passion pour les Raptors et pour Fred VanVleet? Ah, Fred VanVleet, oui. Alors bon, déjà les Raptors, j'ai commencé à les suivre à peu près en même temps que j'ai commencé à suivre la NBA, c'est-à-dire il y a 4-5 ans environ. C'est à peu près les mêmes raisons que vous avez énumérées avant, c'est-à-dire que c'est une franchise un peu unique, qui ne ressemble pas du tout aux autres franchises américaines, hein, qui a son côté un peu cosmopolite. Et aussi, c'est un peu la franchise la plus francophone, entre guillemets, car on sait que le Canada a aussi une part du Québec, donc forcément, ça parle un peu français, et je sais pas, j'ai été amoureux directement de cette franchise-là. En plus, DeRozan, c'est un de mes joueurs préférés, donc forcément, je suis tout de suite accroché à cette franchise-là. Très bien, merci. Alors maintenant, on va passer au programme du jour. On va commencer par un petit bilan demi-saison. Donc chacun va nous donner un peu son point de vue sur cette première partie de saison des Raptors. Ensuite, on parlera All-Star avec une question: qui pourra accompagner Pascal Siakam? Et enfin, on fera un petit point sur la trade deadline, sur les rumeurs, les envies de chacun, quelques prédictions. Et puis, on finira sur une petite preview du match des Spurs de ce soir à venir et sur la semaine à venir. Donc, on commence par le bilan de la mi-saison. Les Raptors affichent un bilan de 31 victoires pour 14 défaites. L'année dernière, on était à 33-12 et les Raptors étaient premiers à cette période de l'année. Donc, avec derrière les Bucks à 31-12. Donc, on voit que c'est les Bucks qui ont vraiment fait un step-up cette année. Ils sont vraiment beaucoup plus forts. Mais le truc, c'est que cette année, les Raptors font partie des équipes qui sont le plus touchées par les blessures, avec un total au 15 janvier de 139 matchs manqués par des joueurs sur blessure. Donc, à titre de comparaison, au-dessus, on a seulement Golden State avec 241, Washington avec 200, Détroit 153, Portland et New Orleans avec 152. Et quand on regarde le classement de ces équipes, on se rend compte qu'il n'y en a aucune qui est en play-off pour l'instant. Donc ça montre un peu
l'exploit, on dirait, entre guillemets, qu'ont fait les Raptors jusqu'à présent d'être deuxième de cette conférence Est. Donc, à vous, dites-moi un peu, qu'est-ce que vous avez pensé de cette première partie de saison? Qu'est-ce qui vous retient votre attention? Un coup de gueule? On va commencer avec Maxime. Moi, j'ai analysé un peu les chiffres et j'ai vu en fait que Siakam, il avait joué 34 matchs sur les 45 et que Laurie en avait aussi joué 34 matchs. Et sur ces 34 matchs joués, enfin sur les 45 au total, Siakam a été 18 fois le meilleur scoreur et Laurie 11 fois. Donc ces deux joueurs sont quand même très importants et ils ont raté quand même pas mal de matchs. Et je pense que ça a joué peut-être sur 3-4 victoires en moins sur le bilan de la mi-saison, sur le bilan jusqu'ici. Et alors aussi, je vois qu'on est la deuxième meilleure défense de la ligue en fait. Donc ça c'est un bon point positif et on le dit souvent que ce soit Victor ou même moi-même que la défense c'est très important et que Toronto c'est la qualité principale pour gagner les matchs. Donc quand on regarde sur la mi-saison, il y a pas mal de bonnes choses. Il y a très peu de mauvaises choses en fait. On est seulement, si je devais retenir ce qui est le négatif, c'est peut-être les rebonds en fait, parce que au niveau des rebonds, Toronto c'est pas ça. Hein. On est seulement 26e au rebond défensif et 23e au rebond offensif, ce qui fait quand même un peu de tâche quoi. Et ça pourrait nous aider dans la suite de la saison et peut-être dans la suite vers le titre NBA quoi. Quelqu'un a un avis là sur les rebonds? Est-ce que ce n'est pas le fait aussi de la défense de Nick Nurse quand même est très particulière avec il mixe beaucoup les défenses. Toronto laisse beaucoup les paniers à 3 points ouverts dans les coins, dans les corners. Et il y a aussi beaucoup de switch et de close-out, c'est-à-dire que les joueurs qui sortent beaucoup. Et le fait que cette défense soit très agressive et très active, est-ce que c'est pas ça qui fait que le rebond n'est pas forcément très organisé? Je vais peut-être apporter un élément de réponse, mais de toute façon, on a vu durant cette saison que Nick Nurse a fait aussi en sorte que son équipe, malgré le départ de deux gros joueurs défensifs, reste, on va dire, une place forte en NBA. C'est pas étonnant, évidemment, de se rendre compte de ça. Après, je pense qu'aussi, quand on perd deux joueurs aussi importants, on va dire, au niveau de l'effectif, on peut pas faire valoir, on va dire, la même qualité que l'année dernière. L'année dernière, je pense qu'on avait déjà une meilleure prestance au rebond, et forcément, les 3 points étaient bien mieux défendus, mais c'est sûr, on avait deux joueurs qui étaient fondamentaux dans notre défense. Je trouve que on se plaint souvent des rebonds, on se plaint souvent des shoots laissés ouverts, surtout qu'aujourd'hui on sait qu'en NBA, les équipes ont su évoluer. On se plaint beaucoup, mais je pense qu'on devrait faire prendre un peu de recul et se dire que finalement c'est pas si mal, et de se dire que finalement il y a quand même pas mal d'équipes en NBA qui font bien pire que nous, et qui, eux, à mon avis, sont bien plus ouvrirs que nous, malgré toute leur qualité. Hein. Donc je pense que, oui, voilà, on peut se plaindre, mais Nick Nurse fait un boulot assez fou avec l'effectif qu'il a, même si l'effectif qu'on a est, je trouve, relativement profond, et je pense qu'on a une bonne qualité, et on a aussi une belle diversité défensive dans l'effectif. C'est carrément ce que j'allais dire, dans le sens où l'année dernière, donc comme tu l'as dit Mike, on était à 33-12 à la même période, 31-14 cette année. Seulement 2 victoires de différence en ayant perdu Kawhi Leonard et Danny Green, qu'on a remplacé par Rondae Hollis-Jefferson et Stanley Johnson. Je pense qu'on est beaucoup à avoir signé ce contrat-là si on nous l'avait proposé début octobre, clairement. Ouais, tout à fait. Et puis, tout à fait. À ton avis, Ben, tu retiens toi de ce début de saison? Il faut dire avant le début de saison, j'étais assez sceptique, notamment sur notre capacité offensive à savoir marquer des points, parce que le départ de Kawhi et Danny Green, quand même, c'était à peu près 35 points qui partaient comme ça. Et surtout, il n'y a aucune personne qui n'est venue pour les remplacer offensivement parlant. Mais là, à la mi-saison, je trouve que c'est une première partie de saison superbe, parfaite. Le seul point qui me gêne un peu, c'est surtout le temps de jeu, c'est-à-dire Van Vliet, Laurie et Siakam jouent plus de 35 minutes par match, je crois. C'est aussi peut-être une des raisons pour lesquelles les blessures se sont enchaînées. Mais sinon, au-delà de ça, je trouve que la capacité à la profondeur, en fait, c'est-à-dire il y a souvent 5 joueurs qui marquent plus de 15 points par match. Et c'est ce qui nous permet justement de faire face à ces blessures. Et donc, en play-off, cette profondeur-là, elle va nous servir beaucoup. Donc, non, je suis très satisfait du début de saison. Revenons justement sur ces blessures. Est-ce que ça n'a pas été finalement un mal pour un bien? Parce qu'on a vu qu'avant les premières blessures, justement, Rondae Hollis-Jefferson ne jouait pas du tout. Chris Boucher ne jouait pas du tout. Et au final, grâce à ces blessures, on s'est trouvé vraiment un banc. Et
moi je le dis aujourd'hui, les Raptors ont probablement le meilleur banc de la NBA. Si vous me trouvez une équipe qui a un banc aussi fort que les Raptors, je suis preneur. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, ce qui me surprend le plus, c'est Rondae Hollis-Jefferson. Ça doit être s'il y a un joueur dans le roster de qui je n'attendais rien, c'était probablement lui. J'étais assez sceptique de sa venue. Et je suis juste... il est complètement rentré dans le groupe au niveau du mental et de l'état d'esprit. Il donne tout ce qu'il a à chaque fois qu'il rentre sur le terrain. On sent qu'il est motivé, déterminé et qu'il s'est bien assimilé au groupe. Donc ça c'est quelque chose qui fait beaucoup de bien. Et effectivement, sans les blessures, on n'aurait peut-être pas eu cette intégration aussi rapide et aussi efficace. Et c'est quelque chose qui pourra de toute façon nous servir dans un run de playoff potentiel où on sait très bien que les rotations sont beaucoup plus réduites. On joue plus à 10, mais plutôt à 8, voire 7. Moi, je pense aussi, on le voit depuis le retour des blessures, à part Siakam qui est un peu dans le dur certains matchs, Lauri est bien revenu direct depuis sa blessure. Gasol, qui n'était pas forcément très impactant au niveau scoring depuis le début de saison, depuis qu'il est revenu de blessure, c'est déjà beaucoup mieux. Niveau 3 points, niveau adresse, et puis les résultats s'en suivent en fait. Clairement, Gasol, c'est celui qui a le plus bénéficié de sa blessure parce qu'avant sa blessure, je crois, il tournait à 6 points par match et on voyait clairement qu'il avait perdu carrément son jeu offensif, quoi. Il ne marquait plus un panier près du cercle, son toucher, on dirait qu'il avait disparu alors que ça restait un joueur All-Star avant, quoi. C'était un gros scoreur et il ne marquait plus rien. Et clairement, c'est vrai que la blessure lui a fait du bien. Bon, il a enchaîné le titre, l'été avec l'équipe d'Espagne, le titre avec l'équipe d'Espagne. On sait que c'est un gros fêtard en plus. Ensuite, il a repris la saison NBA directement. Donc, c'est vrai que il tourne à 12 points par match, je crois, depuis sa blessure. Et surtout, on voit l'impact sur le collectif. Le collectif tourne beaucoup mieux. Le problème d'attaque de zone est quasiment réglé avec lui. On lui donne la balle, on le met au poste et puis il tourne, quoi. Donc, c'est clair que c'est celui qui a le plus bénéficié de ses blessures, clairement. Puis j'ai envie de rajouter, au-delà des joueurs qui se sont révélés, donc comme Rondae Hollis-Jefferson, Terence Davis aussi, qu'on n'a pas cité, c'est aussi les joueurs qui ont su prendre leurs responsabilités. Je pense notamment à Van Vliet, par exemple, quand Lauri il était blessé. Sa connexion avec Siakam, elle était super, il nous a permis de gagner des matchs. Là, récemment, Norman Powell, depuis qu'il est revenu de blessure, il fait un taf tout simplement super. Et ça va nous servir en playoff, le fait que ces joueurs aient pris en galon en responsabilité. Et ça nous offre justement des options supplémentaires. Tout comme Serge Ibaka d'ailleurs, qui je trouve fait une saison super. Et c'est pour ça que cette profondeur-là est très importante aujourd'hui. Ouais, clairement, Norman Powell, on a l'impression qu'il n'a même pas été blessé, quoi. Il était on fire avant de se blesser, il est revenu et c'était comme si de rien n'était. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Quelque chose à ajouter par rapport à ce bilan de mi-saison ? Peut-être un petit point sur du coup, je voyais qu'on parlait beaucoup des arrivées par rapport au départ. Je pense qu'on peut presque citer Nick Nurse comme une arrivée de l'été, parce que l'année dernière, on l'a beaucoup critiqué sur le fait qu'on disait oui, mais il a Kawhi Leonard, il a Danny Green, il a déjà des vétérans, des mecs qui ont gagné des titres NBA. C'est facile pour lui de coacher ça vu la qualité de l'effectif. Et tout le monde disait, regardez, attendez l'été, vous allez voir, Toronto, ça va se vautrer après le titre, parce qu'avec le départ des deux gros plus Nick Nurse, dont énormément de personnes n'y croyaient pas, ça va se vautrer. Nick Nurse est en train de montrer que c'est un coach NBA et qu'il a compris comment fonctionnait le jeu moderne. Il a su développer le jeu et prendre le meilleur de chacun des joueurs. On voit que Norman Powell sort du banc avec une efficacité folle, avec un hustle et beaucoup d'énergie, vraiment l'energizer. Même chose pour Rondae Hollis-Jefferson, enfin, c'est la même chose, quoi. Les deux, c'est vraiment des energizers de banc qui permettent vraiment de donner ce coup de boost quand les starters vont un peu moins bien, quand Siakam a du mal un petit peu à enchaîner les paniers, on sent que ça peut amener beaucoup. Gasol, on en a parlé, Gasol, il a beaucoup enchaîné sur le début de saison, mais là, il a su reprendre un petit peu en main l'équipe, et aussi je pense on lui a fait comprendre que il était l'un des patrons, quoi. Il n'était pas juste là pour faciliter le jeu, etc. On précisait sa moyenne de points. J'aimerais bien qu'on fasse une moyenne de points avec le nombre de paniers qu'il crée. Juste par le fait que tous les joueurs qu'il attire sur lui, sur les passes, parce que c'est vrai qu'il fait des magnifiques passes quand on voit tout ce qu'il peut faire, c'est vraiment très agréable. Et donc je pense que Nick Nurse vraiment a réussi à condenser tout ça et à vraiment développer un jeu autour de toutes les qualités de chacun, sans pour autant mettre un joueur en difficulté. Parfois, il a su dire, voilà, moi je vais faire rentrer un Terence Davis qui est non drafté,
pour aller tenir l'équipe avec Laurie et Miller, etc. Quand on a vu le comeback qu'on a fait contre Dallas, c'était pas le 5 de départ qui est allé le chercher. C'est du Davis et du Miller, etc. Ça montre aussi que voilà, Toronto a su faire un peu dos rond, a su accepter les critiques. Et quand en début d'année, on parlait de Hollis Jefferson comme un joueur qui n'allait pas jouer ou pratiquement pas, malgré le fait qu'il avait fait un gros impact à Brooklyn, par exemple, je trouvais ça assez dingue de se dire que Nick Nurse, il n'avait pas peur de dire moi j'ai gueulé sur le mec, je l'ai foutu sur le banc, je le faisais pas jouer une minute pour que le mec il donne le meilleur de lui-même à l'entraînement et puis qu'il me prouve qu'il peut être dans le 5, il peut être sur le banc à sortir pour être dans la première rotation. Donc voilà, je pense qu'il faut savoir remettre tout ça un petit peu prendre du recul et savoir apprécier tout ça, surtout que quand on voit les prévisions de début de saison, on nous attendait peut-être pas aussi fort. Et moi, je trouve que même si les Bucks aujourd'hui, avec un effectif qui a très peu changé, qui a même su se renforcer, qui sont très très forts cette saison, les Raptors, nous, on est sur les mêmes bases que l'année dernière. Et ça, c'est rassurant. Je pense que ça aurait été, on aurait pu s'inquiéter si on avait été vraiment moins fort. Là, on est sur les mêmes bases que la saison dernière, avec Leonard et Green en moins. Je pense qu'on peut être satisfait de cette première partie de saison, si on oublie les blessures, évidemment. Je suis d'accord avec Nick Nurse sur le coup de chapeau à Nick Nurse. On avait déjà eu cette image-là quand l'année dernière il a mis Serge Ibaka sur le banc et propulsé Siakam en tant que titulaire. C'est quelque chose que beaucoup n'ont pas forcément compris au départ en se disant oula, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Et aujourd'hui Siakam est All-Star, donc il y a un vrai lien entre les joueurs et Nick Nurse. C'est quelque chose qu'on sent qui découle presque naturellement de Masai en dessous, qui est en train de dire non, je suis à Toronto, tout va bien, tout se passe bien, on fait ce qu'il faut on bosse ensemble, on est un groupe et on va aller jusqu'au bout et on mourra ensemble s'il faut, mais on a nos forces et puis on va aller à la guerre avec. Clairement, Nick Nurse, c'est vraiment... D'ailleurs, est-ce que vous le mettez dans la liste pour le coach de l'année? Est-ce que vous voyez quelqu'un qui peut lui faire concurrence? Je pense d'office qu'il est dans la liste pour le coach de l'année. Le mec qui vient de remporter le titre. Et là, sur le début de saison 2019-2020, on est classé deuxième, voire à égalité avec Miami. Donc au niveau de son pourcentage de victoire, au niveau de ce qu'il apporte, au niveau de ses changements, de son coaching, il n'y a rien à dire. Donc il doit être au moins dans les 3-4 coachs cités, peut-être avec des concurrents comme Budenholzer, qui justement fait un gros taf aussi, je pense, à Milwaukee. Mais c'est les deux favoris pour moi, clairement. Dans tous les cas, excuse-moi Mike, mais du coup, pour rapidement dire ça, quand on parle des coachs cette année, on montre beaucoup que c'est pas forcément ceux qu'on attendait qui sont en tête de gondole. Quand on voit Spoelstra qui vient un petit peu gratter en montrant que Miami, il est capable de faire quelque chose avec Miami. Nurse montre qu'il est capable de faire quelque chose avec Toronto. Après, évidemment, il y en aura d'autres qui seront à sauter. Doc Rivers qui, aux Clippers, fait du gros boulot. Quinn Snyder à Utah. Voilà, exactement. Je pense que cette année, le titre de coach de l'année sera extrêmement disputé. Et je pense pas que Nurse gagnera, parce qu'il y aura toujours autre chose à trouver à côté. Et que je pense qu'il a mérité avec le titre NBA. Voilà. Mais en tout cas, il peut être cité comme les belles révélations, ou en tout cas les coachs qui ont su confirmer après une belle saison. Ouais, je pense que ça peut dépendre aussi de la deuxième partie de saison des Raptors, également, parce que s'ils finissent vraiment fort et qu'ils accrochent cette deuxième place, après il faudra voir ce qui se passe dans l'autre conférence aussi, c'est clair, parce que Snyder fait un taf de fou avec Utah dans une conférence ouest qui est vraiment ultra dense. Donc ouais, c'est vrai, c'est un truc à voir. Moi, pour finir, je voulais faire mon petit coup de gueule de ce bilan mi-saison. Ma petite déception, c'est vraiment la perte de temps de Chris Boucher la perte de temps de jeu. C'est même plus une perte de temps de jeu, il a été rayé de la carte depuis le retour des blessés. Et moi, c'est une déception un peu pour moi parce que je trouve qu'il a mérité sa place comme Rondae Hollis Jefferson, que je trouve un peu moins intense sur les derniers matchs, notamment défensivement. Je trouve ça dommage, c'est que par rapport à certains profils d'attaque d'adversaires, je pense que Boucher pourrait vraiment faire l'affaire sur certains matchs. Il s'est montré super fort sur justement sa capacité, quand on défend en zone, à sortir sur les shooters à 3 points. Il met dedans de loin aussi, faut le souligner quand même. Et ouais, voilà, c'est mon petit coup de gueule.
Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, maintenant, l'effectif est trop dense et il n'a pas sa place? Dites-moi un peu votre avis. Quand il faudra aller chercher les matchs en fin de saison où il faudra laisser Siakam, etc., se poser un petit peu, Boucher aura totalement sa place. Après, je dis pas que il mérite pas de jouer, je dis juste que il y a Nurse a son système, Nurse a ses rotations en tête. Boucher n'en fait pas forcément partie, mais il sait très bien qu'il peut s'appuyer sur Boucher en cas de blessure, en cas de nécessité de faire tourner l'effectif en fin de saison sur les 10 derniers matchs. Et ben, il n'hésitera pas à faire jouer beaucoup moins Ibaka et beaucoup moins Gasol pour les laisser se reposer et lancer un Boucher. Il sait très bien que Boucher sait tirer à 3 points. Boucher est un excellent défenseur près du cercle. Je partage totalement ton coup de gueule. Je pense qu'il mérite voilà, des minutes. Maintenant, c'est à voir comment Nurse développe sa stratégie. Et puis, de toute façon, Alex l'avait très bien précisé tout à l'heure, la rotation va se diminuer en play-off. Et malheureusement, on va voir des joueurs qu'on aime beaucoup jouer beaucoup moins. Mais c'est la dure loi de l'NBA. Et quand on a un effectif dense et très diversifié et aussi fort, toute proportion gardée évidemment, c'est compliqué de faire jouer tout le monde. Faut pas oublier aussi que Boucher, c'est quoi? C'est sa deuxième année en NBA là. Cet été, on ne sait pas encore si on va conserver Gasol et Ibaka. Attendons de voir ce qui va se passer par la suite. C'est bon, mais c'est vrai que oui, Boucher est un joueur qui apporte beaucoup. On l'a vu quand il était là sur les blessures. Le run contre Dallas, il était dedans. Enfin, il a fait du bon boulot et Nick Nurse sait parfaitement qu'il peut compter sur lui. Donc c'est sûr que sur le moment, ça peut être frustrant. Je pense que pour lui, le premier. Mais il faut pas trop s'inquiéter. Je pense que c'est plus un pari sur l'avenir que vraiment quelque chose d'extrêmement primordial pour le moment. Ouais, je pense aussi comme Alex. Hein. Je pense que Ibaka et Gasol, on va voir si on va signer au moins un des deux ou pas. Et Chris Boucher, je pense, c'est free agent aussi. Maintenant, il est plus jeune, il a été MVP de G-League. C'est un parcours un peu peut-être à la Siakam, avec un peu de retard au niveau de l'âge, mais il peut peut-être arriver dans l'équipe l'année prochaine, quoi. Ok, très bien. On va passer au sujet suivant. Parlons un peu de notre All-Star Pascal Siakam. Donc, c'est le premier numéro 27 de la draft à être All-Star. Avant lui, on a eu Dennis Rodman et John Block, mais à l'époque, il y avait moins de choix au premier tour. Donc, ils avaient choisi 3e au 2e tour, mais avec seulement 24 choix. Donc, on peut dire que Siakam, c'est la révélation. Je ne sais pas s'il y a déjà eu une progression aussi fulgurante que celle de Siakam. C'est vraiment impressionnant. Il y a encore 2 ans, c'était un joueur de banc. L'année dernière, titulaire, comme Alex, tu l'as dit tout à l'heure, la trouvaille de Nurse. Et cette année, on attendait de lui. On savait que c'est lui qui devait prendre une partie du scoring, mais vraiment le début de saison c'était exceptionnel. Maintenant, depuis sa blessure, c'est plus compliqué, mais ça commence à revenir, je trouve, en attaque. Je sais pas quel est votre avis là-dessus. Défensivement, c'est de mieux en mieux également, donc on est entre de bonnes mains avec Pascal Siakam. C'est vrai qu'il y avait ce côté-là il y a encore 2 ans d'être un joueur de banc, de savoir pas trop ce qu'il allait pouvoir apporter en NBA, son niveau, etc. Il a complètement explosé l'année dernière en devenant titulaire sous Nick Nurse. Après son retour de blessure aussi, on sait que Siakam, c'est quelqu'un qui est très comment parler de ça, qui est très dépendant émotionnellement, toute la relation avec son père, ses frères, etc. Je sais pas dans quelle mesure sa blessure a pu lui faire peur en se disant comment ça va se passer mon retour, etc. Est-ce que ça va revenir vite, est-ce qu'il va falloir que je bosse 2 fois plus, est-ce que ça va pas peser sur les votes All-Star Game, tout ça. Faut aussi lui laisser le temps. Et puis encore une fois, c'est pas critique, hein, quand je vois comment on a réussi à s'en sortir sans lui et comment on arrive à le remettre en rythme tout doucement, effectivement, ça va de mieux en mieux. Pour moi, il n'y a rien d'alarmant. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais. Je suis d'accord avec toi, surtout que comme c'est vrai qu'on dirait qu'il y a eu un déclic après l'annonce. Attendez, New York, c'était juste après l'annonce de sa sélection All-Star ou c'était avant? J'ai un doute maintenant. Il y a d'abord eu la sélection All-Star et puis on a joué New York. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Du coup, on dirait qu'il y a eu un déclic face à New York. On l'a senti plus en confiance. Il a recommencé à driver un peu plus avec plus d'intensité. Après, c'est vrai que je ne sais pas si c'est du fait de Nick Nurse, mais on a l'impression depuis son retour de blessure quand même qu'il le ménage. Il a moins d'ISO tout seul en tête de raquette, ce genre de choses. Je pense que c'est aussi le souhait de Nick Nurse de vouloir le remettre dans le bain petit à petit. Et puis de toute façon, l'attaque marche tellement bien qu'on n'a pas besoin d'un Siakam à 30 points par match. Et ça, c'est très bien pour moi, je pense. Très bien, on va passer à la question suivante. Quel joueur pour accompagner Pascal Siakam All-Star Game? Est-ce que pour vous, Kyle Lowry, c'est validé? Est-ce que Fred VanVleet a une chance? Dites-moi votre avis là-dessus. On va laisser Maxime commencer.
Fan numéro 1 de Kyle Lowry. Voilà, moi je pense que Kyle Lowry, normalement, a sa chance. Il devrait être pris. Maintenant, ça va se jouer à pas grand-chose parce que il est en concurrence avec Zach LaVine et le match est à Chicago. Donc peut-être que ça va jouer un tout petit peu dans le choix. Et il y a Ben Simmons également qui est là. Derrick Rose qui fait une super saison. Donc en tant que fan de Kyle Lowry, j'ai envie de dire oui. Si tu le prends plus objectivement, ça va jouer à pas grand-chose, quoi. Maintenant, si on regarde en termes de vote du public, il a fini 4e ou 5e. Après la saison qu'il a fait, je pense qu'il mérite la reconnaissance d'être pris une 6e fois au All-Star Game, quoi. Peut-être Benjamin pour rebondir, parce que Fred VanVleet, il a quand même des qualités à faire valoir. Ça va faire un peu court, je pense. Hein. Ouais, c'est vrai. Alors, tout à l'heure, j'ai regardé un peu les stats des deux joueurs. VanVleet, il a quasiment les stats de Kyle Lowry. Alors, il n'a pas le même impact non plus, c'est sûr, sur le terrain. Forcément, dans le money time, Kyle Lowry est bien plus important. Même défensivement, c'est le patron. Donc, pour moi, Kyle Lowry mérite largement sa place au All-Star Game, en toute objectivité. VanVleet, c'est encore un peu trop tôt, je pense. Il a aussi manqué des matchs, donc forcément, ça ne va pas l'aider. Et puis, il n'a pas la même aura, entre guillemets, que les autres joueurs avec qui il est en concurrence. Donc, VanVleet, pour moi, ne sera pas au All-Star Game. Et même en toute objectivité, il ne le mérite pas encore assez. Par contre, Lowry, lui, doit y être sans aucun doute. Et quand je vois par exemple que les insiders américains comme Shaq, Kenny mettent des Derrick Rose devant lui, avec tout le respect que j'ai pour lui, je l'adore aussi. Mais bon, faut pas déconner non plus. Il y a aussi le bilan. Toronto doit emmener 2 mecs All-Star Game. Je pense que c'est la même chose pour Miami, pour Milwaukee. Donc pour moi, Kyle Lowry doit y être sans aucun doute. Je vais rebondir justement sur ce que tu viens de dire par rapport au fait que les insiders de TNT et les joueurs en général, dans le vote des joueurs, Lowry a fini 5e. Est-ce que vous pensez que Lowry il est sous-estimé ou peut-être pas, je ne dirais pas sous-estimé, mais est-ce qu'il n'a pas vraiment la cote auprès des autres joueurs de la ligue par son caractère et un peu son style de jeu? On pourrait faire la même remarque sur certains autres joueurs. Mais par exemple, quand on voit que Kyle Lowry a du mal à se faire respecter. Je dis pas ça parce qu'il ne l'est pas respecté. Hein. Je dis juste qu'il y a un problème par rapport à son style de jeu. On voit que Lowry va souvent aller gratter les lancers, il va aller provoquer la faute offensive. Et ça, c'est des choses qui peuvent, on va dire, créer un petit peu de ressentiment finalement, ce style de jeu où il va jouer un petit peu sur les vices de chacun. C'est toujours difficile de faire valoir, quand on voit qu'il est second dans les charges prises en retour défensif, etc. Juste devant lui, il y a Montrezl. Ça montre aussi la qualité autant défensive qu'offensive. Après, on sait très bien que le All-Star Game, c'est un match qui se focalise beaucoup sur les statistiques, sur le côté incroyable de la NBA. Ce que Kyle Lowry n'est pas forcément. Hein. Kyle Lowry va impacter un match, il est comme il dit, il est là pour gagner des matchs, etc. C'est toujours plus difficile de faire valoir des qualités, on va dire, folles. Quand on voit un Trae Young, ça gagne pas de match, mais bon, ça claque des 3 points à 10 mètres derrière la ligne à 3 points, donc forcément, c'est beaucoup plus incroyable. No disrespect pour Trae Young, hein. J'aime bien ce joueur, je trouve qu'il a des énormes qualités, mais le match des étoiles change. Le All-Star Game a plein de choses à changer. Il y a la façon de voter, etc. C'est toujours très compliqué. Maintenant, Kyle Lowry, je pense qu'il a sa place parce que ça reste un All-Star et que ça reste un joueur très important du champion NBA et dans une grosse équipe de l'Est. VanVleet, je pense que ça sera un peu court parce que malheureusement, il y a quand même pas mal de concurrence. Il y a pas mal de monde qui peuvent faire valoir une sélection. Je pense que VanVleet, moi, si on me dit il reste à ce niveau-là, il reste aussi fort toute la saison, mais il va pas au All-Star Game, je prends. Clairement, parce que je préfère qu'il soit efficient sur toute la saison et puis qu'en playoff il soit efficace, qu'il aille au All-Star Game et puis finalement tu vois qu'il se tord une cheville ou une connerie. Franchement, le choix est vite fait. Hein. Donc maintenant il faut faire des choix et puis il faut aussi être un peu lucide sur la pléthore de All-Star qu'il y a quand même à l'Est et ceux qui peuvent au moins valoir une première sélection.
Je pense que Kyle Lowry aussi, c'est un joueur qui parle beaucoup, donc ça peut plaire à ses coéquipiers, à ses coachs, tout ça, ça plaît beaucoup. C'est un joueur vocal qui montre l'exemple, qui va reprendre un joueur sur une erreur ou lui donner des conseils pour l'action suivante, etc. Mais à l'inverse, c'est quelque chose qui doit lui desservir pas mal aussi, que ce soit pour les adversaires, les arbitres. Je pense qu'il doit en énerver quelques-uns, autant sur son style de jeu que sur sa façon de toujours parler et aller chercher les fautes, comme tu disais, Victor, tout ça. Maintenant, oui, je pense qu'il devrait être pris par les coachs parce qu'il a quand même cette reconnaissance à leur niveau. Il ne faut pas oublier que c'est eux qui sélectionnent les remplaçants. Maintenant, à voir qui sera pris avec lui et du coup, le nombre de places. Il y a 7 remplaçants, donc potentiellement 7 spots. À voir qui fera le cut, mais je pense que Kyle Lowry mériterait d'avoir sa 6e étoile. Ouais. Ouais, clairement, je suis d'accord avec toi. Normalement, ça devrait être un lock par rapport au coach. Après, je reviens sur tout ce que vous avez dit. C'est exactement ça. Lowry, en fait, c'est typiquement le joueur que tu aimes bien avoir dans ton équipe, mais que tu n'aimes pas avoir en face de toi. Et je pense que ça a beaucoup joué, par exemple, dans le vote des joueurs qui ne doivent pas vraiment... Après, ça se comprend. Hein, c'est vrai, il est toujours en train de râler auprès des arbitres. Il va chercher des fautes, mais par exemple, James Harden va chercher des fautes et super énervant, mais j'ai l'impression qu'il est plus énervant auprès du public qu'auprès des joueurs, par exemple. Il y a un décalage par rapport, peut-être parce qu'il parle moins, c'est pas le même profil que Lowry. Lowry, c'est le joueur qui prend le plus de charges en NBA derrière Harrell, et à lui tout seul, je crois, j'ai regardé les stats, il a plus de charges que 8 équipes réunies. C'est un truc de dingue, et c'est vrai que ça doit énerver les joueurs offensifs aussi, ça, parce que... toujours là, et on n'a pas parlé de sa défense en post-up. C'est clairement le meilleur défenseur parmi les arrières et meneurs sur post-up, alors qu'il fait 1m83. C'est vraiment, j'ai pas la stat sous les yeux, je suis pas allé la récupérer, mais je crois que c'est super efficace. Il est même plus efficace que certains intérieurs sur la défense en post-up. C'est quelque chose de dingue. Donc, pareil, je pense pour Fred VanVleet, ça devrait être l'année prochaine. On espère, s'il continue sur sa lancée, pas de blessure. Ça devrait le faire. On va passer au dernier sujet. On va parler un peu de la trade deadline. Moi, je vais vous donner mon avis rapidement parce qu'en fait, il est simple. Pour moi, il ne faut pas bouger l'effectif. Il n'y a rien à changer. Stanley Johnson et Malcolm Miller sont les seuls 2 joueurs qu'on pourrait se séparer, mais pour moi, ils n'ont pas vraiment de valeur, donc je ne vois pas ce qu'on pourrait récupérer en échange. À la limite, couper Stanley Johnson, mais pour moi, il n'y a pas grand-chose à faire. Je pars avec le même effectif, comme Masai l'a dit dernièrement d'ailleurs. Dans l'interview où il a dit que we'll die trying to win the championship. Pour moi, derrière, il a expliqué qu'il allait donner la chance à ce groupe et qu'il ne voyait pas vraiment de... Après, ça peut être du bluff de la part de Masai de dire qu'il ne va pas changer l'effectif. S'il y a un gros coup à faire, je pense qu'il le fera, mais moi, je ne vois pas. Donc, dites-moi si pour vous, il y a un joueur qui pourrait être recruté sans perdre trop. Quel est votre avis sur la trade deadline? Moi, cette trade deadline, elle me fait un peu peur parce qu'il y a des rumeurs qui sortent. Maintenant, les rumeurs, ça reste des rumeurs. Chaque année, il y a des rumeurs. Donc, tu ne peux qu'attendre qu'elle arrive. L'année dernière, on ne l'avait pas vu venir. Hein, et elle nous a apporté du positif. Maintenant, c'est clair que si on regarde sur les 6-7 joueurs majeurs de l'équipe, moi, je ne changerais rien non plus. Il y a des joueurs, comme tu l'as dit, en remplaçant Stanley Johnson, Malcolm Miller. Moi, je cite aussi Patrick McCaw, qui pour moi ne sont pas au niveau. Maintenant, j'aime bien McCaw, mais je trouve que Nick Nurse lui donne peut-être trop d'importance. Et c'est juste ça mon problème, en fait, vis-à-vis de McCaw. Je pense qu'il a sa place dans l'effectif, sérieusement, mais peut-être avec un nombre limité de minutes. Et peut-être que ces minutes, on peut les repartager à Matt Thomas ou peut-être à Chris Boucher, qui, comme tu l'as dit tout à l'heure. Même Matt Davis a déjà pas mal de minutes. Au niveau des remplaçants. C'est sûrement un des joueurs qui a le plus de minutes. Il a presque 17 minutes par match. Donc bon, c'est déjà pas mal, je pense, pour son niveau. Ouais, mais c'est pareil aussi. Trust Masai, l'année dernière, il a récupéré Gasol en se séparant de Valanciunas, Dylan Wright et CJ Miles. Au-delà de la perte de Valanciunas, qui émotionnellement parlant était plutôt compliquée, on peut pas nier que sportivement parlant, l'arrivée de Gasol a été juste une bénédiction. Donc moi je pense que sauf gros coup à tenter ou un gros de l'Est qui fait un gros move et qui se renforce et donc Masai qui aurait envie d'essayer de suivre le mouvement et de pas rester à la traîne, à mon avis ça bougera pas. Et un joueur pour vous, si on vous donnait la possibilité de recruter n'importe qui sans perdre trop, qui vous récupérez en restant quand même
pas dans le délire, quoi, pas récupérer Joel Embiid par exemple, mais un joueur qui pour vous pourrait être susceptible de partir et s'il y a un gros coup à faire, vous voudriez le récupérer? Une petite idée, mais après, elle n'est pas très réaliste. J'avais pensé à Bogdanovic, par exemple, le joueur des Kings. C'est un bon arrière-scoreur en sortie de banc qui pourrait être pas mal. Après, bon, il faudrait lâcher soit Anunoby. Moi, mon hypothèse, c'était lâcher Anunoby pour prendre Bogdanovic, décaler Norman Powell en titulaire à l'aile. Après, je sais pas non plus si c'est forcément une bonne idée. Moi, perso, je bougerai pas en attendant. Après, en attendant la trade deadline, peut-être qu'il y aura des moves par-ci par-là faits qui vont débloquer des choses, qui vont débloquer des joueurs aussi, qui seront peut-être plus accessibles. Peut-être que la valeur de certains baisseront, ils seront plus accessibles pour nous après. Mais ouais, pour le moment, je ne toucherai pas aux pièces principales de l'effectif. Comme vous l'avez dit, peut-être toucher les Malcolm Miller, les Stanley Johnson, même les Patrick McCaw, mais bon, ça, je pense que Nick Nurse n'y touchera pas. Et voilà. D'accord. Bah, du coup, sur l'effectif, de toute façon, on en avait déjà parlé sur Twitter ensemble. Je pense pas qu'il faille franchement bouger, hein. L'effectif, il est solide. On a un banc qui est en place. On est capable de faire rentrer des joueurs de banc pour pallier à des manquements dans le 5 si besoin avec des blessures. Donc je pense qu'en soi, on est bien calé. Et quand on voit la profondeur du banc, on se dit que finalement, on a de quoi faire. Et s'il faut faire des ajustements, on pourra les faire. Je pense que, par exemple, McCaw, s'il joue, je pense que c'est pour faire monter sa valeur. Je pense que au-delà du fait que Nurse aime bien son côté un petit peu, voilà, un petit peu son côté un peu, voilà, bon défenseur, capable d'aller se lâcher un petit peu au niveau du panier, voilà, donner un petit coup de boost. Je pense qu'il y a besoin aussi de le faire jouer pour montrer que c'est un joueur qui a des qualités à faire valoir et qu'il est capable de faire plein de choses. Donc du coup, derrière, c'est plus simple pour une équipe d'aller dire, tiens, Mako, il peut apporter quelque chose dans notre équipe, et de ce fait ensuite le trade pour avoir une contrepartie intéressante. Après, je pense que Miller, on voit que il a joué quand même 21 matchs, bon, il joue que 5 minutes en moyenne, mais bon, ça reste toujours quelque chose qui peut ajuster quelque chose. Si par exemple Masai veut récupérer du pick de draft pour derrière le transformer durant un trade l'été prochain, on sait très bien qu'il est aussi friand de ce genre de petits moves qui peut paraître un petit peu étrange. Je me souviens que l'année dernière, il avait d'abord trade de Malachi Richardson pour récupérer, je pense qu'il n'avait rien récupéré, on a récupéré du cash dans l'histoire, mais c'était question de débarrasser un petit peu le plancher, récupérer un peu de facilité au niveau des salaires. Tout ça, on ne les verra pas venir parce que Masai, il a son plan en tête. On sait très bien que 2021, il veut Giannis. De toute façon, il ne le cache pas, hein. On sait très bien que c'est un de ses objectifs premiers. Après, reste à voir comment il va amener les choses, comment il va préparer le terrain, parce que quand on veut récupérer un tel joueur, il faut aussi préparer le terrain. Je ne pense pas que certains en bout de banc soient à l'abri d'un petit trade. Stanley Johnson reste un joueur jeune encore qui a des choses à faire valoir. Donc du coup, voilà, il y a plein de joueurs qui pourraient peut-être partir pour ensuite ajuster avec d'autres joueurs de fin de banc ou un vétéran, etc. Ça pourrait être intelligent de les faire partir, mais non, reste à voir quelle équipe serait prête à lâcher contre des petits joueurs comme ça. C'est pas évident, mais je pense qu'il faut pas bouger, il faut juste laisser voir ce que Masai pense et veut faire. Je pense que ça restera plus de bouger dans les semaines à venir. Très bien. Je voulais conclure ce troisième sujet par un petit rappel aux fans des Raptors par rapport aux rumeurs. En fait, il faut vraiment, vraiment ne pas se fier à tout ce qui sort. Il y a un compte qui s'appelle Raptors Nation, qui est associé au site internet Clutch Points, qui dit tout et n'importe quoi, tout ça pour avoir des clics. Et ça, je tenais à le préciser parce que, en fait, ils ont juste vu qu'il y a 3 joueurs en fin de contrat et donc ils vont lancer des rumeurs comme quoi ils sont sur le marché. Ok, dans ce cas-là, on peut faire ça sur tous les joueurs. Et un rappel, les seules sources fiables par rapport aux Raptors sur Twitter, par rapport aux transferts, aux rumeurs, les seules personnes vers qui Masai leakera des informations, ça sera les gens de TSN, tels Lou Amberg, les gens de Sportsnet comme Michael Grange, le journaliste principal du Star, Doug Smith, et le reste n'ont pas d'infos. Même les gens comme Blake Murphy et Eric Corrin de The Athletic n'ont pas d'infos, ça ne leak jamais vers eux. Donc ensuite, il y aura bien sûr Woj et Charamia, mais tout le reste, moi, le conseil que je donne aux fans des Raptors pour s'éviter de s'arracher les cheveux et de se prendre la tête sur des rumeurs à la noix, c'est de ne pas suivre les autres. Les autres, moi, je les bannis. Il faut suivre les comptes dont je vous ai parlé maintenant.
Voilà, c'est ça, c'est la chose que je dirais pour conclure cette petite partie. Donc maintenant, passons au match de ce soir. On joue les Spurs. On avait perdu le premier pour le retour de DeRozan, on s'en rappelle encore. Quel genre de match vous voyez ce soir et quel est votre pronostic? Moi, je pense quand même que le déplacement va pas être facile. Les Spurs sont pas sur une mauvaise série, hein, je pense. Ils se battent vraiment aussi pour la 8e place en playoff, voire 7 si OKC ou Dallas, qui a eu des blessures, baisse un peu de niveau. Mais je pense qu'ils seront 8e. Je pense que ça va jouer à pas grand-chose et qu'ils ont intérêt à gagner ce match. Maintenant, nous aussi, et la dernière fois qu'on les a rencontrés, on avait des absents. On avait un petit côté émotionnel avec DeRozan, avec les vidéos qu'on a vues, le public qui applaudit, etc. Ici, on est chez eux. On est en forme. On est sur un 6-0. Je pense qu'on doit gagner. Et on part vers une série de matchs où on doit essayer de gagner vraiment le maximum, quoi. Surtout que derrière, le calendrier est quand même super clément pour les Raptors. Donc c'est vrai que pour moi, sur la série qui arrive là, la suite c'est... peut-être que j'en oublie un. C'est pas Détroit tout de suite après. Il y a les Hawks, il y a Cleveland, puis il y a Détroit et Chicago. D'accord. Donc, sur les 5 matchs là, ici, qui arrivent, sur les 5 matchs qui arrivent cette semaine, moi j'ai fait un petit sondage sur mon compte. Et il y a 86% des gens qui pensent qu'on va au moins en gagner 4. Donc, je pense que c'est faisable d'en gagner 4 sur cette série. Le plus difficile, c'est clairement celui de ce soir. L'année dernière, on avait perdu à San Antonio, le retour de Kawhi, tout ça, on s'en souvient. L'ambiance était extrêmement hostile et c'était clairement pas un contexte facile. Cette année, je pense que ce sera complètement différent. Pour San Antonio, ça va redevenir un match comme si tu veux, même si c'est l'avenue des champions en titre. DeRozan est en forme en ce moment, ça faut pas l'oublier. Il va falloir se méfier. On sait tous qu'il est capable de prendre le match à son compte et de faire du mal. Maintenant, je pense que le retour petit à petit de Siakam aux affaires et puis il faut pas oublier qu'on est aussi sur une série, donc on arrive en confiance alors que San Antonio vient de perdre à Phoenix. Ça va être un match compliqué, certainement le plus compliqué de la semaine sur le papier, mais ce serait bien de pas passer à côté. Ce serait dommage de le perdre celui-là, parce que je pense qu'on a vraiment moyen de le prendre et du coup de continuer sur une bonne lancée et de se mettre en bonne route pour la fin le début du mois de février qui va être assez abordable. De toute façon, quand on voit un petit peu au niveau de l'équipe et des match-ups à venir, le duel qui risque de définir un peu l'issue du match, ça va être le duel Lamarcus Aldridge, Pascal Siakam. Si l'un prend l'ascendant sur l'autre, on va vite voir des écarts se créer, etc. Si Siakam n'est pas dedans, il va falloir se la jouer sur d'autres joueurs. Après, on sait que ça peut aller et venir. J'ai confiance. Après, on sait que DeRozan, il est sur une bonne dynamique. Après, je pense qu'il va falloir aussi beaucoup miser sur notre backcourt parce qu'en face, on sait qu'il y a des défaillances de ce côté-là et qu'on peut appuyer sur ce point faible un peu côté Spurs. Après, dans un autre temps, il y aura d'autres choses à faire, évidemment. Il faudra voir un petit peu ce qui est à récupérer et à donner dans ce match. Mais comme on disait là sur les matchs qui arrivent, clairement il va falloir être solide, il va falloir donner du bois là. Je pense qu'hormis les 2 matchs contre Indiana d'affilée là, qui vont arriver, les matchs sont prenables, il faut le faire jusque le 25 février où on va avoir le match face à Milwaukee où là il va falloir montrer vraiment ce qu'on vaut. En attendant, il faut prendre du capital confiance, il va falloir montrer des grosses performances sans pour autant se mettre en danger au niveau physique. Là, il y a de quoi faire et c'est vrai que si on regarde un petit peu ce qui arrive, hormis Milwaukee dans quelques semaines et Indiana dans une moindre mesure, San Antonio, ça semble un très bon défi et un très bon test pour les prochaines semaines à venir. Moi, à chaque fois que je pronostique, c'est toujours l'inverse qui se passe. Donc, je vais essayer de ne pas trop en dire. Mais non, sinon, je suis assez confiant pour le match de ce soir. Parce que déjà, il faut se rappeler qu'au dernier match, il manquait Siakam, qui pour moi est la pièce maîtresse face aux Spurs, car ils n'ont personne pour le défendre. Il manquait Gasol aussi, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça aussi, ça va être important. Et puis surtout, il faut repenser au dernier match. Les Spurs ont gagné d'1 point, mais c'est surtout le 4e quart-temps qui a été catastrophique de notre part. On menait de 20 points, je crois, en fin de 3e quart-temps, puis Nurse a fait plusieurs bêtises avec sa rotation.
On en avait parlé longuement ce soir-là. Et je pense que justement, les ajustements que Nurse va faire ce soir, pour moi, ils vont suffire simplement à dominer le match. Bon, alors je parais peut-être un peu confiant, mais je vois pas comment les Spurs peuvent nous battre ce soir, personnellement. Très bien, je crois qu'on a fait le tour pour ce premier podcast. Merci beaucoup à tous d'avoir participé. Et puis on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain. En attendant, bonne semaine à vous et let's go Raptors! Let's go Raptors! Go Raptors!